Quatrième partie. Les échéances approchent. 1. Lara était couchée dans la chambre de Felizata Semyonovna. Elle délirait. Autour d'elle, les Sventiski, le docteur Drokov et les domestiques parlaient à voix basse. La maison déserte des Sventiski était plongée dans l'obscurité. La longue enfilade des pièces n'était éclairée que par une lampe falote qui projetait la lumière de part et d'autre d'un petit salon sur toute la longueur de cette galerie rectiligne. Comme s'il était chez lui, Victor Hippolytovitch arpentait cette suite de pièces d'un pas rageur et décidé. Tantôt il jetait un coup d'œil dans la chambre à coucher pour se tenir au courant de ce qui s'y passait, tantôt il se dirigeait vers l'autre bout de la maison et, dépassant l'arbre de Noël aux boules argentées, parvenait jusqu'à la salle à manger où la table croulait sous les plats intacts et où les flûtes vertes tintaient lorsqu'une voiture passait dans la rue ou qu'une petite souris se faufilait sur la nappe entre les assiettes. Komarowski fulminait. Il était étouffé par des sentiments contradictoires. Quel scandale! Quelle honte! Il écumait de rage. Sa situation était compromise. Cet incident sapait sa réputation, à n'importe quel prix. Tant qu'il n'était pas trop tard, il fallait prévenir les racontards. Et si la nouvelle s'était déjà répandue, il fallait couper court à tous les bruits, les étouffer dès leur apparition. En outre, il avait éprouvé une fois de plus combien cette fille, folle et désespérée, était irrésistible. On voyait, au premier regard, qu'elle n'était pas comme les autres. Il y avait toujours en elle quelque chose d'insolite. Il était clair pourtant qu'il avait mutilé sa vie à jamais. Cette façon qu'elle avait de se cabrer, de se révolter sans arrêt, anxieuse de refaire sa destinée à sa façon, de recommencer à neuf son existence. Il faudrait lui venir en aide à tous les points de vue, peut-être lui louer une chambre, mais ne plus la toucher, en aucun cas. Au contraire, s'éloigner tout à fait pour ne plus lui porter ombrage, car autrement c'était une fille à vous inventer Dieu sait quoi encore. On l'avait bien vu. Que de soucis encore à l'avenir. C'est qu'une histoire de ce genre peut vous mener loin. La loi veille. Il faisait encore nuit, il n'y avait pas 2 heures que cette histoire s'était passée, et la police s'était déjà présentée 2 fois. Et les 2 fois, Komarowski était allé dans la cuisine pour donner des explications au sergent et tenter de tout arranger. Mais ce sera de plus en plus compliqué. On exigera la preuve que c'était lui et non Kornakov que Lara visait. Et l'affaire ne restera pas là. Lara sera dégagée d'une partie de sa responsabilité, mais elle sera passible de poursuites judiciaires pour le reste. Bien sûr, il s'opposera à cela de toutes ses forces. Et si l'affaire est instruite, il fournira les conclusions d'un examen psychiatrique certifiant l'irresponsabilité de Lara au moment de l'attentat et obtiendra la cessation des poursuites. À cette idée, Komarowski se calma, peu à peu. La nuit était passée. Des raies de lumière furetaient à travers les chambres, jetant des coups d'œil sous les tables et les divans comme des voleurs ou des experts du monde de piété. Komarowski alla aux nouvelles dans la chambre à coucher, et s'assurant que Lara n'allait pas mieux, il quitta les Sventiski pour aller voir une juriste de ses connaissances, femme d'un émigré politique, Rufina Onisimovna Wojtkowski. Elle avait un appartement de 8 pièces qui maintenant était trop grand pour elle et dépassait ses moyens. Elle avait mis 2 chambres en location. L'une d'elles était libre depuis peu. Komarowski la retint pour Lara. Quelques heures plus tard, on l'y transporta dans un état fébrile, proche du coma. Elle délirait. 2. Rufina Onisimovna était une femme aux idées avancées, ennemie des préjugés, qui sympathisait, selon son expression, avec tout ce qu'il y avait autour d'elle de positif et de viable. Il y avait sur sa commode un exemplaire du programme d'Erfurt avec une dédicace de son auteur. L'une des photographies fixées au mur de sa chambre représentait son mari, mon bon Voït, aux côtés de Plekhanov, à une fête populaire en Suisse.
Ils étaient tous les deux coiffés de panama et vêtus de vestes d'alpaga. Dès le premier coup d'œil, Rufina Onisimovna prit sa nouvelle locataire en aversion. Elle la tenait pour une simulatrice aigrie. Les crises de délire de Lara lui semblaient purement et simplement de la frime. Elle était prête à jurer que Lara jouait le rôle de Marguerite, prise de démence dans sa prison. Rufina Onisimovna exprimait à Lara son mépris par un surcroît d'agitation. Elle claquait les portes, chantait à pleine voix en se déplaçant en trombe dans la partie de l'appartement qu'elle s'était réservée et aérait ses pièces à longueur de journée. Son appartement se trouvait au dernier étage d'une grande maison de l'Arbat. Dès le solstice d'hiver, les fenêtres de cet appartement étaient inondées d'un ciel bleu clair, vaste, comme une rivière en crue. Pendant toute la seconde moitié de l'hiver, l'appartement était plein de signes avant-coureurs du printemps prochain. Un vent chaud, venu du sud, soufflé par les vasistas. Dans les gares, les locomotives criaient comme des paons, et la malade, dans son lit, s'abandonnait à loisir à ses souvenirs lointains. Bien souvent, elle revoyait ce premier soir passé à Moscou, lorsqu'ils étaient arrivés de l'Oural il y avait quelques 7-8 ans, aux jours inoubliables de son enfance. De la gare à l'hôtel, ils avaient traversé tout Moscou en voiture découverte par de sombres ruelles. Les réverbères qui s'approchaient et s'en allaient projetaient tour à tour sur les murs des maisons l'ombre voûtée du cocher. L'ombre grandissait, grandissait, atteignait des dimensions monstrueuses, couvrait la chaussée et les toits, puis se cassait et tout recommençait à nouveau. Dans l'obscurité, on entendait là-haut le carillon des 40 quarantaines d'églises de Moscou, et au ras du sol, le tintamarre des omnibus qui couraient dans tous les sens. Mais les vitrines et les lumières assourdissaient également Lara. On aurait dit qu'elles aussi avaient un son comme les cloches ou les roues. Elle était restée stupéfaite devant la taille d'une gigantesque pastèque posée sur la table de la chambre d'hôtel. C'est ainsi que Komarovski leur souhaitait la bienvenue dans leur nouvelle résidence. Lara vit, dans cette pastèque, le symbole de la puissance et de la richesse de Komarovski. Quand Victor Hippolytovitch fit crisser en l'éventrant d'un coup de couteau ce prodige rond, couleur vert-bouteille, croquant, à la pulpe de sucre et de glace, Lara en eut le souffle coupé d'effroi, mais elle n'osa pas refuser et se força à avaler les morceaux roses et odorants que l'émotion lui coinçait dans la gorge. Et comme elle s'était laissée intimider par les mets coûteux et par la ville nocturne, elle devait être intimidée plus tard par Komarovski, et c'était là le secret principal de tout ce qui avait eu lieu par la suite. Mais maintenant, il était méconnaissable. Il n'exigeait rien, ne se rappelait pas à votre souvenir et ne s'offrait même pas à votre vue. Il se tenait à distance et ne cessait de vous proposer son aide de la façon la plus noble. La visite de Kologrevov fut une autre affaire. Lara fut très heureuse de le voir. S'il remplissait une bonne moitié de la chambre de sa personne, de la vivacité et du talent dont elle débordait, c'était moins par sa haute taille et sa corpulence que par le feu de son regard et l'intelligence de son sourire. La chambre en paraissait plus petite. Il était assis en face du lit de Lara et se frottait les mains. Quand il était convoqué au Conseil des ministres à Saint-Pétersbourg, il s'entretenait avec de vénérables vieillards comme si c'étaient des gamins du cours élémentaire. Mais celle qui était maintenant allongée devant lui faisait naguère partie de son foyer, c'était presque sa propre fille. Avec elle, comme avec tous les membres de sa famille, il n'échangeait que des regards et des remarques rapides, en passant. C'est ce qui donnait un charme particulier à leurs entretiens laconiques, tous deux le savaient bien. Ils ne pouvaient traiter Lara comme une grande personne, avec pesanteur et indifférence. Ils ne savaient comment lui parler pour ne pas la blesser, et lui disaient en souriant comme à une enfant. Qu'avez-vous donc été inventé, ma petite amie? À quoi bon tous ces mélodrames?
il se tut et se mit à regarder les taches d'humidité du plafond et des papiers peints. Puis il continua en hochant la tête d'un air de reproche. À Düsseldorf, on ouvre une exposition internationale de peinture, de sculpture et d'horticulture. Je compte y aller. Il fait plutôt humide chez vous. Et vous avez l'intention de flotter longtemps entre ciel et terre? On ne peut pas dire qu'on se sente tellement à l'aise ici. Cette Voïtesse, entre nous soit dit, ne vaut pas cher. Je la connais. Déménagez. Vous êtes resté assez longtemps couché. Vous avez été souffrante quelque temps. Ça suffit comme ça. Maintenant, il faut vous lever. Changez de chambre, mettez-vous au travail, terminez vos études. J'ai un ami qui est peintre. Il va passer 2 ans au Turkestan. Il a un atelier divisé en plusieurs pièces, un vrai petit appartement. Il semble qu'il soit prêt à le laisser entre de bonnes mains avec son ameublement. Voulez-vous que j'arrange cela? Et puis, il y a encore une chose. Permettez-moi, un homme d'affaires cette fois. Il y a longtemps que je voulais. C'est pour moi une obligation sacrée. Depuis que l'IPA, voici une petite somme en récompense pour ces derniers examens. Non, permettez-moi. Non, je vous en supplie, ne vous obstinez pas. Non, je vous en prie. Et en s'en allant, il la força, en dépit de sa résistance, de ses larmes et même d'un semblant de querelle, à accepter de sa main un chèque de 10 000 roubles. Une fois remise, Lara déménagea dans le nouveau logis tant vanté par Kologrevov. C'était tout près du marché de Smolensk. L'appartement se trouvait en haut d'une petite maison à 1 étage de construction ancienne. Le rez-de-chaussée était occupé par des entrepôts. La maison était habitée par des charretiers. Les gros pavés de la cour étaient toujours jonchés d'avoine et de foin. Des pigeons allaient et venaient dans cette cour en roucoulant. Ils prenaient parfois bruyamment leur envol, mais ne s'élevaient jamais au-dessus de la fenêtre de Lara. Et parfois, des rats couraient en troupeau le long de l'évier de pierre de la cour. 3. Pacha lui avait donné du fil à retordre. Tant que Lara avait été sérieusement malade, on ne l'avait pas laissé approcher d'elle. Qu'avait-il dû ressentir? Lara avait voulu tuer un homme qui, aux yeux de Pacha, lui était indifférent, puis elle s'était trouvée sous la protection de cet homme, victime de son attentat manqué. Et tout cela après leur conversation mémorable de la nuit de Noël autour d'une bougie qui se consumait. Sans cet homme, on aurait arrêté et condamné Lara. Il avait détourné d'elle le châtiment qui la menaçait. Grâce à lui, elle pourrait tranquillement poursuivre ses études. Pacha se tourmentait et ne savait que penser. Quand elle alla mieux, Lara fit venir Pacha. Elle lui dit: « Je suis mauvaise, tu ne me connais pas. Un jour, je te raconterai. J'ai du mal à parler, tu vois. Les larmes m'étranglent. Mais abandonne-moi, oublie-moi. Je ne suis pas digne de toi. » Il y eut des scènes déchirantes, toutes plus pénibles les unes que les autres. Voïtkovskaya, car cela se passait encore à l'époque où Lara habitait chez elle sur l'Arbat, Voïtkovskaya, quand elle voyait le visage éploré de Pacha, se précipitait dans sa chambre, tombait sur le divan et se tordait de rire en répétant: « Ah là là, je n'en peux plus, je n'en peux plus. » Ah ça, on peut dire vraiment: « Ah, un vrai chevalier, ah, un vrai Eruslan Lazarevitch. » Pour délivrer Pacha d'un attachement dégradant, pour extirper le mal et mettre un terme à leurs tourments, Lara lui déclara qu'elle rompait définitivement parce qu'elle ne l'aimait pas. Mais elle sanglotait tellement en prononçant cette abjuration qu'il était impossible de la croire. Pacha la soupçonnait de tous les péchés mortels, ne croyait pas un mot de ce qu'elle disait, était prête à la maudire et à la haïr, tout en l'aimant éperdument.
Il était jaloux de ses pensées intimes, de la timbale où elle buvait, de l'oreiller sur lequel elle était couchée. Pour ne pas devenir fou, il fallait agir au plus vite et trancher net. Ils décidèrent de se marier sans délai, avant même la fin des examens. La date proposée fut celle de la semaine de Quasimodo. À la demande de Lara, on retarda encore le mariage. On les maria le lundi de la Pentecôte, quand leur succès à l'examen final fut devenu chose certaine. Ludmila Kapitonovna Tchepurko, la mère de Tuzia Tchepurko, une camarade de classe de Lara, qui achevait ses études en même temps qu'elle, se chargea de tous les préparatifs. Ludmila Kapitonovna était une jolie femme, à la poitrine haute et à la voix basse. Elle chantait bien et débordait d'imagination. Aux superstitions et aux présages courants, elle en ajoutait quantité d'autres de son cru. Il faisait en ville une chaleur effroyable quand on conduisit Lara sous la couronne d'or. Phrase qu'aimait à nasiller Ludmila Kapitonovna de sa voix de tzigane à la panine, en arrangeant la toilette de Lara avant son départ. Les coupoles d'or des églises et le sable frais des allées étaient d'un jaune aigu. Le feuillage, empoussiéré de jeunes bouleaux taillés pour le dimanche de la Pentecôte, était accroché tristement au mur d'enceinte du sanctuaire, et les feuilles s'enroulaient sur elles-mêmes comme si une flamme les avait léchées. On avait du mal à respirer, et l'éclat du soleil faisait papilloter les yeux. Et l'on aurait pu croire qu'on célébrait des milliers de mariages alentour, car toutes les jeunes filles étaient frisées et habillées de clair comme des fiancées, et tous les jeunes gens s'étaient pommadés à l'occasion de la fête et avaient revêtu des costumes sombres serrés à la taille. Tout le monde s'agitait, tout le monde avait chaud. Au moment où Lara mettait le pied sur le tapis de l'hôtel, la Godina, la mère d'une amie, jeta à ses pieds une poignée de monnaie d'argent en gage de prospérité. Tandis que dans la même intention, Ludmila Kapitonovna lui conseillait de ne pas allonger sa main nue pour se signer quand elle serait sous la couronne, mais de la garder à demi couverte de tulle ou de dentelle. Ensuite, elle dit à Lara de tenir son cierge haut, car alors ce serait elle qui dirigerait le foyer. Mais sacrifiant son avenir à celui de Pacha, Lara baissait son cierge aussi bas que possible, toujours en vain cependant, car en dépit de ses efforts, son cierge finissait toujours par être plus haut que celui de Pacha. De l'église, on revint directement festoyer dans l'atelier du peintre que les jeunes mariés inauguraient. Les invités hurlèrent, crièrent « C'est amer, c'est imbuvable !» On hurla en chœur de l'autre bout de la pièce. « Il faut y mettre du sucre !» Et les jeunes époux s'embrassèrent avec un sourire confus. Ludmila Kapitonovna chanta en leur honneur La vigne, en reprenant le refrain. Que Dieu vous donne amour et concorde. Et la chanson Des fais-toi lourde natte, épandez-vous, blonds cheveux. Quand tout le monde fut parti, et qu'ils restèrent seuls, le silence qui venait subitement de s'établir mit Pacha mal à l'aise. Dans la cour, juste en face de la fenêtre de Lara, un réverbère brûlait sur son pilier, et de quelque manière que Lara tira ses rideaux, une bande de lumière étroite comme une planche débitée se faufilait toujours dans l'interstice. Ce ray de lumière ne cessait de tracasser Pacha, comme si c'était quelqu'un qui l'épiait. Il découvrait avec horreur qu'il était plus préoccupé de ce réverbère que de lui-même, de Lara, de son amour pour elle. Pendant cette nuit, qui dura une éternité, l'étudiant d'hier, Antipov, Stepanida, la damoiselle, comme l'appelaient ses camarades, connut tour à tour le comble de la félicité et le fond du désespoir.
Les aveux de Lara éveillaient sans cesse en lui de nouveaux soupçons. Il interrogeait et à chaque réponse de Lara, son cœur défaillait comme s'il volait dans un précipice. Son imagination meurtrie n'arrivait pas à suivre le rythme de ces nouvelles découvertes. Ils parlèrent jusqu'au matin. Dans la vie d'Antipov, il n'y eut pas de changement plus frappant et plus soudain que cette nuit-là. Le lendemain, il était un autre homme. Il s'étonnait presque de porter toujours le même nom.